Salut Hugo. Salut. Bon bah t'es pas à Bruxelles par hasard. Non. T'es là pour la promo de ton deuxième livre, le journal de guerre écologique. Comment t'es devenu ce journaliste en guerre au nom de l'environnement? Moi, j'avais pas une sensibilité écologique particulière il y a encore une dizaine d'années. C'est un sujet qui m'intéressait, mais parmi d'autres. Et en fait, plus je suis allé en reportage en France et à l'étranger, et plus je me suis rendu compte que cette thématique écologique, la question environnementale, était en fait au cœur de beaucoup de préoccupations, au cœur de beaucoup de problèmes. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un peu la mère de toutes les batailles. Et il faut entrer dans cette résistance, chacun à sa manière. Moi, par exemple, je suis végétarien. Je sais très bien que demain, tout le monde ne sera pas végétarien, ça n'arrivera pas. Donc il faut que j'arrive à inclure dans mon combat les gens qui n'ont pas forcément envie de devenir végétariens, mais qui sont d'accord pour lutter contre l'élevage intensif. Les gens qui veulent continuer à manger du poisson, mais qui sont d'accord pour lutter contre les méga chalutiers qui ravagent les océans. Il faut inclure tout le monde. Ces dizaines de millions de personnes qui ont envie que ça bouge, qui ont envie de s'engager, les inclure. Et on peut même inclure des gens qui aujourd'hui sont réfractaires à cette idée-là, qui étaient il y a encore quelques années ce qu'on peut appeler climato-sceptiques, j'en connais, et qui aujourd'hui ont envie de lutter pour cette cause-là. Donc il faut être dans la bienveillance, l'ouverture, et l'action et la détermination. Des militants autrichiens investissent une station de ski. Nous sommes la dernière génération qui peut encore agir. Des tractopelles sur un glacier moribond. Retour sur cette photo qui a fait scandale. Sauvons le glacier, maintenant! Alors dans le livre, on t'accompagne justement en reportage et tu parviens toujours en fait à ramener ces thématiques environnementales qui sont parfois un peu éloignées du quotidien des gens dans leur quotidien. Je pense à une phrase du début du livre où tu expliques que tu te retrouves en Indonésie dans une usine de fabrication de tofu qui utilise des graines qui sont cultivées aux États-Unis et qui pour la cuisson brûle des plastiques, des déchets plastiques qui sont importés d'Europe. Quand on voit ça, en fait, on se dit qu'on est fichu. On marche sur la tête, clairement, et ça montre aussi la responsabilité qu'on a, nous, pays riches, pays occidentaux, dans l'apocalypse de pollution plastique que vivent ces pays-là. C'est-à-dire qu'on est habitué à voir les plages indonésiennes recouvertes de déchets, à voir le Bangladesh qui croule sous les ordures. On peut avoir le réflexe de se dire c'est pas chez nous, c'est pas notre faute. Alors c'est vrai que ces pays ont une part de responsabilité, mais il y a aussi une partie de nos déchets qu'on produit ici, qui se retrouvent là-bas parce qu'on est incapable de les traiter correctement. Et donc ça montre finalement que cette thématique environnementale, on est tous liés, quoi. 100% des rorquals communs en Méditerranée sont contaminés au plastique. Oui, je crois qu'aujourd'hui on peut dire ça, absolument. C'est effrayant. C'est très effrayant. C'est une honte d'avoir laissé à ce point les choses filer comme ça, alors qu'on le sait depuis très très longtemps. Je suis dans un mélange d'inquiétude pour mes enfants et de très grande colère aussi. On sent aussi que tu prends des risques. T'accompagnes des activistes environnementaux qui sont en danger chaque jour pour mener leur combat. Tu subis des menaces aussi. Et en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, être activiste environnemental, c'est risqué face aux enjeux mondiaux. L'ONG Global Witness le dit. En 2019, chaque semaine, il y a 4 activistes environnementaux qui ont été tués à cause de leur engagement. On en parle juste après ça. En 2019, 212 militants de l'environnement ont été tués. C'est trash et ce ne sont que les meurtres officiellement recensés car à travers le monde, beaucoup de morts suspectes en la matière ne font l'objet d'aucune enquête. Le Honduras fait figure de pays le plus dangereux eu égard à son nombre d'habitants en passant de 4 à 14 morts. L'Amazonie compte 33 victimes de la guerre écologique dont 29 au Brésil. La libéralisation des terres forestières par le président Bolsonaro a désigné les populations locales comme de véritables cibles. Alors, on change ? Pas si simple, car l'impunité et la corruption rendent difficile l'état des lieux. Les conflits armés autour des mines illégales, par exemple, ont provoqué le décès d'au moins 50 militants de l'environnement. Et c'est sans compter tous ceux qui, hommes, femmes et enfants, y meurent chaque jour en tant que mineurs, en tant qu'otages avant tout. À l'initiative de la Belgique, l'Union européenne a adopté une réglementation contraignante sur la traçabilité des métaux rares, ceux que l'on retrouve dans nos smartphones, voitures et autres biens de consommation high-tech. Ces effets ont pris cours en janvier 2021. Désormais, toute entreprise européenne qui utilise ces métaux doit pouvoir en justifier l'origine légale et libre à chaque citoyen, chaque entreprise, chaque pouvoir public d'en faire la demande. Alors, on change ? Quand on voit ça, Hugo Clément, en fait, c'est peut-être un peu pour ça aussi que vous parlez de guerre.
Oui, complètement. Déjà aujourd'hui, il y a des gens qui voient leurs îles à moitié recouvertes par les eaux. Il y a des gens qui meurent de faim parce que la sécheresse les empêche de cultiver de quoi se nourrir. Il y a des gens qui subissent des catastrophes météorologiques, y compris en France, y compris en Europe. Et plus ça va aller, c'est ce que disent les scientifiques, plus ces catastrophes vont s'accentuer. Il y a une étude qui dit que d'ici 2070, donc dans 50 ans, un tiers de la population mondiale vivra dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à voir la réalité en face et à agir? Je pense qu'on se ment aussi un peu à nous-mêmes et cette guerre écologique, c'est aussi une guerre qu'on doit mener contre nous-mêmes, contre notre mode de vie, notre confort, nos habitudes. On ne peut pas continuer à manger autant de viande que ce qu'on mange aujourd'hui, on ne peut pas continuer à manger autant de poissons, on ne peut pas continuer à faire venir des fruits et légumes de l'autre bout de la planète, on ne peut pas continuer à brûler autant de pétrole, autant de charbon, à utiliser autant de plastique. Tout ça, c'est pas tenable et on le sait. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. Oui, Désolée. je sais que si vous faites un petit changement dans votre vie et que j'en fais un aussi dans ma vie, nous pouvons changer tout ça. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui modifient leur manière de vivre, qu'il y a de plus en plus de gens qui se rassemblent et qui font avancer des causes. Mais est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on arrive à rattraper la vitesse à laquelle les choses sont en train de s'effondrer? Quand je parle d'effondrement, je ne parle pas forcément de l'apocalypse, de la disparition imminente de la civilisation humaine, parce que j'y crois pas forcément, en tout cas pas à très court terme, mais l'effondrement du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire ce confort, cette sécurité. Moi, je viens d'avoir une petite fille le 3 janvier. Je sais qu'elle est née dans le confort, la sécurité, que s'il y avait eu un problème à la naissance, elle aurait été soignée, que globalement, aujourd'hui, elle a accès aux ressources dont elle a besoin pour vivre et être en bonne santé, qu'elle respire un air qui est encore respirable, qu'elle va pouvoir faire ses premiers pas dans une forêt, voir l'océan, voir des poissons. Est-ce que dans 50 ans, ça sera toujours le cas? Est-ce qu'à la fin de sa vie, ma fille, quand elle aura 80 ans, donc en 2100, elle pourra vivre dans un monde stable qui lui apporte sécurité, confort et bonheur, tout simplement? La question, malheureusement, se pose de plus en plus et les scientifiques sont en train de nous expliquer que la réponse, c'est probablement non, si on continue à aller au rythme où on va aujourd'hui. Tu parles de faire pression, justement. Tu t'exprimes énormément sur les réseaux sociaux. Tu es le journaliste français qui est le plus suivi sur les réseaux sociaux. Ça te permet de toucher un public qui n'est pas forcément présent sur d'autres médias. Tu dis que tu fais du journalisme d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À la fois, j'informe, c'est la base de mon métier, c'est ce que je sais faire, c'est informer, faire des enquêtes, des investigations, des reportages. Et en même temps, j'ai envie de proposer des clés d'action aux gens, de leur dire voilà le constat et voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que certaines personnes proposent comme solution, voilà ce que certaines personnes font sur le terrain pour améliorer les choses. Moi, en tant que spectateur des médias, en tant que consommateur de ces médias-là, quand je vois un reportage qui est très difficile, qui est très noir sur ce que l'avenir nous réserve, je suis toujours frustré quand on ne me propose pas quelque chose pour améliorer ça. Et donc c'est ça le journalisme d'impact pour moi, c'est un journalisme qui informe et qui permet aussi de faire changer les choses dans le bon sens. Merci beaucoup Hugo Clément, je rappelle ton deuxième livre, Le Journal de guerre écologique, et puis on te retrouve juste à la fin de l'émission. Alors on change, c'est fini pour aujourd'hui, que cela ne vous empêche évidemment pas de poursuivre votre route vers plus de justice climatique et sociale. On se retrouve très vite sur votre télévision locale, sur Tipeee en télé ou sur la plateforme Ovio. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Moi, si j'avais un message, ça serait arrêtons d'opposer écologie, emploi, économie et humain, parce que tout est lié. L'écologie, c'est un combat pour tout et pour tout le monde. Si on n'arrive pas à empêcher l'effondrement du climat, l'effondrement du vivant, tout le reste va s'écrouler de toute manière. On le voit aujourd'hui avec la crise du coronavirus, ça montre bien le lien intime qui existe entre la bonne santé des écosystèmes et notre capacité à habiter ce monde, tout simplement.